Chapitre 1. La piste de la viande. De chaque côté du fleuve glacé, l'immense forêt de sapins s'allongeait, sombre et menaçante. Les arbres, débarrassés par le vent de leurs manteaux de givre, semblaient s'accouder les uns aux autres, noirs et fatidiques dans le jour qui pâlissait. La terre n'était que désolation. C'était le wild farouche de la terre du Nord. Sur la glace du fleuve peinait un attelage de chiens-loups. Leur fourrure s'alourdissait de neige. À peine sortis de leur bouche, leur souffle se condensait en vapeur pour geler presque aussitôt et retomber sur eux en cristaux transparents. Des courroies de cuir sanglaient les chiens et des harnais les attachaient à un traîneau qui suivait derrière eux, tout cahoté. Le traîneau, sans patins, était formé d'écorce de bouleau et reposait sur la neige de toute sa surface. Son avant était recourbé en forme de rouleau afin qu'il rejetât sous lui, sans s'y enfoncer, l'amas de neige molle. Une grande boîte étroite et oblongue était attachée sur le traîneau, prenant presque toute la place. À côté d'elle se tassaient des couvertures, une hache, une cafetière et une poêle à frire. Devant les chiens peinait un homme sur de larges raquettes et derrière le traîneau un autre homme. Dans la boîte qui était sur le traîneau en gisait un troisième. Celui-là, le wild l'avait abattu. Les deux hommes, qui n'étaient pas morts, trimaient en avant et en arrière du traîneau sans perdre courage. Ils étaient vêtus de fourrure et de cuir souple tanné. Leur haleine avait recouvert toute leur figure de cristaux glacés, tout comme celle des chiens. Ils avançaient malgré tout sur cette terre désolée, dressée contre ce monde hostile. Ils avançaient, les muscles tendus, évitant tout effort inutile. Partout autour d'eux, le silence les écrasait de son poids lourd. 1 heure, puis 2 passèrent. La blême lumière du jour, lumière sans soleil, allait s'éteindre quand un cri s'éleva soudain, faible et lointain. Ce cri s'amplifia jusqu'à ce qu'il eût atteint sa note culminante. C'était une clameur affamée, ardente et bestiale. L'homme qui était devant tourna la tête et croisa le regard de l'homme de derrière. Un second cri perça le silence. Les deux hommes en situèrent le son derrière eux, quelque part dans la neigeuse étendue. Un troisième cri répondit aux 2 autres. Il venait aussi de l'arrière et s'élevait à la gauche du second cri. « Ils sont après nous, Bill, » dit l'homme qui était devant. « La viande est rare, » répondit son camarade. « Je n'ai pas vu de traces de lièvre depuis plusieurs jours. » Ils se turent, mais leurs oreilles demeuraient tendues vers la clameur de chasse qui continuait à monter derrière eux. Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, ils dételèrent les chiens et les parquèrent au bord du fleuve, dans un bocteau de sapins. Puis, à quelque distance des bêtes, ils installèrent leur campement. Près du feu, le cercueil servit à la fois de siège et de table. Les chiens se querellaient entre eux, mais sans chercher à se sauver dans les ténèbres. « Ils sont singulièrement fidèles à notre compagnie, Henri, » observa Bill. Henri, occupé à faire fondre un peu de glace pour préparer le café, approuva d'un signe. S'étant ensuite assis sur le cercueil et ayant commencé à manger. « Ils savent, dit-il, qu'auprès de nous, leurs vies sont sauves et préfèrent manger qu'être mangés. Ces chiens ne manquent pas d'esprit. »« As-tu remarqué, reprit l'autre, comme ils se sont agités quand je leur ai apporté leur dîner ? Combien as-tu de chiens, Henri ? » ?»« 6. »« Bien, Henri. J'ai pris 6 poissons dans le sac et j'en ai donné un à chaque chien. Eh bien, je me suis trouvé à court d'un poisson. »« Tu as mal compté. » »« Nous possédons 6 chiens, poursuivit Bill avec calme. J'ai pris 6 poissons et qu'une oreille n'en a pas eu. Alors je suis revenu au sac et j'y ai pris un 7e poisson que je lui ai donné. »« Nous n'avons que 6 chiens, répliqua Henri. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait là que des chiens, mais qu'ils étaient 7 convives à qui j'ai donné du poisson. Henri s'arrêta de manger et par-dessus le feu compta de loin les bêtes. En tout cas, observa-t-il, ils ne sont que 6 à présent. J'ai vu le 7e convive s'enfuir à travers la neige. Henri regarda Bill avec pitié, puis déclara « Je serai content quand ce voyage aura pris fin. L'excès de nos peines agit durement sur tes nerfs, et tu commences à voir des choses. » « C'est ce que je me suis dit tout d'abord, riposta Bill avec gravité. Mais les traces laissées par le 7e animal sont encore marquées sur la neige. Je te les montrerai si tu veux.
Henri ne répondit pas et se remit à manger en silence. Lorsque le repas fut terminé, s'essuyant la bouche du revers de sa main, « Alors, Bill, tu crois que c'était… » Jaillissant de l'obscurité, lamentable et sauvage, un long cri d'appel l'interrompit. Il se tut pour écouter et, tendant la main dans la direction d'où le cri était issu, « C'est l'un d'eux qui est venu ?» Bill approuva de la tête. « Je donnerais gros pour qu'il en soit autrement. Tu as remarqué toi-même le vacarme qu'ont fait les chiens ?» Des cris se répondant de tous côtés semblaient avoir mué tout à coup le Wild en une maison de fous. Les chiens, effrayés, avaient rompu leurs attaches et étaient venus se tasser les uns contre les autres autour du feu. Bill jeta du bois dans le brasier, alluma sa pipe et, après en avoir tiré quelques bouffées, « Ce qui me dépasse, c'est qu'un gaillard comme celui-ci, qui était dans son pays un lord, qui n'a jamais eu à trimarder, ait eu l'idée de venir traîner ses guêtres sur cette fin de terre abandonnée. » Bill allait continuer quand il vit dans la nuit une paire d'yeux brillants. Il la montra à Henri, qui lui en montra une seconde, puis une troisième. Un cercle d'yeux étincelants les entourait. Par moments, une de ces paires d'yeux se déplaçait ou disparaissait pour reparaître l'instant d'après. « C'est, dit Bill, une fichue situation de se trouver à court de munitions. » Il avait achevé sa pipe et aidait son compagnon à étendre un lit de couverture et de fourrure sur des branches de sapin disposées sur la neige. Henri grogna. « Combien, dis-tu, Bill, qu'il nous reste de cartouches ? » « 3, et je voudrais qu'il y en ait eu 300. Je leur montrerai alors quelque chose à ces damnés. » Il secoua son poing avec colère vers les yeux luisants. « Je voudrais bien aussi que ce froid soit coupé net. Nous avons eu 50 sous zéro depuis 2 semaines. Je n'aime pas la tournure que prend cette expédition. Ça cloche, je le sens. Mais, puisqu'elle est entamée, qu'elle se termine au plus vite. Vivement le jour où, toi et moi, nous nous retrouverons au fort McGurry, assis auprès du feu. » Henri poussa un nouveau grognement et se glissa sous la couverture. Là-dessus, les 2 compagnons s'assoupirent. Le feu tomba peu à peu et les yeux brillants resserrèrent le cercle qu'ils traçaient. Dès que 2 d'entre eux s'avançaient plus près, les chiens grondaient, apeurés et menaçants à la fois. À un moment, leurs cris devinrent si forts que Bill s'éveilla. Il sortit des couvertures et renouvela le bois du feu. Dès que la flamme se fut élevée, le cercle d'yeux recula. Bill jeta un regard sur le groupe des chiens, puis s'étant frotté les paupières, il se reprit à les regarder avec plus d'attention. Après quoi, s'étant coulé sous la couverture, « Henri, oh, Henri, je viens de les compter et ils sont encore 7. » Henri reçut cette communication sans se troubler et quelques instants après, il ronflait à poing fermé. C'est lui qui, le matin venu, s'éveilla le premier et tira hors des couvertures son compagnon. Il était 6 heures, mais le jour n'apparaîtrait que dans 3 heures. Dans l'obscurité, il se mit à préparer le déjeuner, tandis que Bill roulait les couvertures et disposait le traîneau pour le départ. « Dis-moi, Henri, demanda-t-il soudainement, combien de chiens prétends-tu que nous avons ? » « 6. »« Erreur !» s'exclama Bill triomphant. « 5. Un est parti. »« Enfer !» cria Henri avec colère. « Tu as raison, Bill. Boule de Suif est parti. » Il s'est éclipsé avec la rapidité d'un éclair. « Ce n'est pas de chance. Ils l'auront avalé vivant. Malédiction sur eux. » « Ce fut toujours un chien fou, observa Bill. Si fou qu'il soit, comment un chien a-t-il été assez fou pour se suicider ? Henri jeta un coup d'œil sur les survivants de l'attelage. Pas un de ceux-ci ne consentirait à en faire autant. On les frapperait à coups de bâton qu'ils refuseraient de s'éloigner. J'ai toujours pensé, et je le répète, dit Bill, que Boule de Suif avait la cervelle d'un peu fêlé. Telle fut l'oraison funèbre d'un chien mort en cours de route sur une piste de la terre du Nord.